Bonjour, Christian Lombard, maire de Moineville, avec mes adjoints, Jonathan Krajewski, Alain Anzac et Jean Imbert. Bonsoir à tous. Les siestes, mais on n'a rien. Bonsoir, Alain Frantz, le maire de Doncourt-les-Conflans, avec son premier adjoint, Laurent Mézières. Salut Alain et Laurent. C'est normal d'aller faire. Tout le monde a la vidéo et nous, non. C'est là en haut, là. Là, on devrait... Bonsoir, je suis Claude Bossrel, le maire d'Angeville, Meurthe-et-Moselle. En bas, où ça en bas? En bas. Bonjour, Géraldine Debonnet, première adjointe à Don-Germain. Alors, la vidéo, elle est bonne. Bonjour, Maurice Barbezan, président du CIVI. Voilà. Mettez-vous tous les deux. Bonsoir, Thierry Jonquille, Alain Lombardi. Bonjour, Valérie Rampon, Premier adjoint LDGS. Oui, bonsoir, maire de Pétonville, bonsoir à tous. Bonsoir, Philippe Jonquet, maire de Rosières-aux-Salines. Alors, on n'a pas du menton. Oui, Géraldine Debonnet, bonsoir, première adjointe à Don-Germain. Je ne m'ai pas entendu non plus. Maurice Barbezan, président du CIVU de la Haute-Moselle. bonsoir, Valérie Rampon, adjointe aux finances, mairie de Villers-les-Nancy. Bonsoir, Gérard Hippolyte, maire de Atrise, avec un adjoint, une conseillère municipale et une personne du secrétariat. Bonsoir, Madame Delanos-Marianne, maire de Tuquegneux, et Monsieur Pierre-Olivier, adjoint. Bonsoir, monsieur. Pardon. Allez-y. Bonsoir, Gaëlle Ribicunis, adjointe à l'éducation et à la jeunesse à la mairie de Malzéville. Bonsoir, monsieur Di Martino Emmanuel, premier adjoint à la mairie de Tiercelé, mais ma caméra ne marche pas. Vous m'aurez que en audio. Merci. Bonsoir, Francine Loès, mairie d'Omécourt, adjointe à la scolarité. Monsieur Damien, maire de Grand-Failly, président du RPI Saint-Jean-Grand-Failly et mon adjoint, monsieur Bianchi. Bonsoir, François Horn, adjoint à la mairie de Méréville. Ouais, je suis en visio, là. Mais ça fait rien à cause. Bon. Bonsoir, Régis Lamoise, conseiller municipal en charge des travaux sur la commune de Bayon. Bonsoir, Anne Desbordes, je suis la directrice du service scolaire et périscolaire de la mairie de Vendeuvre. Ça se coupe, oui, parce qu'il est activé bien. Pourquoi désactiver? Non, ça y est, là, il est activé. C'est bon, faut pas que tu le... C'est marqué désactivé. Non, c'est ça le micro. C'est en vert. C'est ça, c'est au-dessus. Bonjour, René Thierry, mairie de Vermèvre. sur Vézouz. Ils activent tout seul le truc. Bonsoir, Catherine Boursier, vice-présidente du conseil départemental. Je sais pas s'ils ont entendu tout à l'heure. Bonsoir, Christian Forger, maire d'Azelo, avec Claude Richon, adjoint au fleurissement. On y va. Monsieur Tucker, est-ce que vous m'avez entendu? Monsieur Tucker, est-ce que vous m'avez entendu? Oui, on vous entend, Monsieur Tucker. Oui, donc Monsieur Tucker, président du SIS du Salon, et Madame Inzelin, vice-présidente du SIS. Bonsoir, mesdames et messieurs. Rosemarie Fall, présidente de l'association des maires de Meurthe-et-Moselle. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Rosemarie. Monsieur le préfet vient d'arriver, je suis en préfecture, avec d'ailleurs la sous-préfète de Toul, le sous-préfet de Lunéville et le secrétaire général. Je tiens déjà à les remercier. Je propose, Rosemarie, qu'on fasse déjà un petit tour de table de présentation des intervenants et puis nous prendrons ensuite le projet déroulé que nous avions prévu avec un mot d'accueil de ma part et puis de la tienne, Rosemarie, ça te convient? Mais si tu veux, Olivier, mais c'est toi le pilote. D'accord. Alors peut-être déjà les intervenants. Monsieur le préfet. Bonjour à tous, Madame la Présidente, Mesdames les vice-présidentes. Merci de m'avoir rejoint
pour cet échange sur le financement des établissements scolaires. Donc, Arnaud Cochet, préfet de Meurthe-et-Moselle. Bonjour à toutes et à tous. Très bien. On présente. Bien, Monsieur le Préfet, Monsieur le Sénateur, Julien Legoff, secrétaire général de la préfecture. Bonjour à toutes et tous. C'est mieux, j'ai mis là. Vous l'avez? Ouais. Mathieu Blé, sous-préfet du Lévis. Bonjour à toutes et à tous. Caroline Mulbach, sous-préfète de Toul, bonsoir. Et je tiens à préciser qu'il y a aussi Madame Boulanger, que tous les élus connaissent, au moins sur les noms, sur les courriers, et qui est tout à fait compétente. Alors, à la région, on doit avoir Valérie Debord. Valérie, es-tu arrivée? Oui, bonsoir à toutes et à tous, Valérie Debord, vice-présidente de la région. Merci de ta Je devrais présence. être avec les services normalement. Merci. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Alors, le département, j'ai entendu Catherine Boursier tout à l'heure. Oui, je suis là, Olivier. Bonsoir à toutes et tous. Normalement, Anthony Caps, mon collègue vice-président au collège, devrait nous rejoindre également. Voilà. Et puis, donc, nous devons avoir aussi l'ASEN, M. Tiquet, qui est avec nous ce soir. Alors, voilà, Anthony Caps. Bonsoir, Anthony. Bonsoir à toutes et tous. Je suis effectivement dans les locaux avec mon adjoint Philippe Luscorne. Alors, il y a un problème de micro. Monsieur Tiquet. On ne vous entend pas. Ah, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, c'est parfait. Je suis donc dans mes locaux de la DSEN avec Philippe Luscorne, mon adjoint pour le premier degré. Très bien, merci beaucoup. Bon, je crois qu'on a présenté tous les intervenants, en tout cas les institutions correspondantes. Je vous fais un petit mot d'accueil qui sera suivi de celui de l'Association des maires, Rose-Marie Falk, que je tiens vivement à remercier le partenariat. Et surtout, toutes et tous, alors normalement, il y avait 120 élus inscrits. Je crois que c'est un nombre important. Et l'idée m'est venue, après un an de confinement et d'expérience de visioconférence, de tester des formats de réunion en visioconférence, parce que je me suis dit que lorsqu'il s'agit de recevoir de l'information, on regrette le présentiel, mais venir de Ciré-sur-le-Zouz ou de Longuillon, c'est quelquefois compliqué, et on pouvait peut-être profiter davantage de ce type de format pour passer moins de temps au total à recueillir de l'information. Alors, l'idée, c'est bien entendu de traiter des politiques scolaires qui sont absolument essentielles pour les enfants, pour c'est la priorité des priorités, mais aussi pour l'attractivité de nos territoires. Et la question scolaire a beaucoup évolué, vous le savez, puisque maintenant il ne s'agit plus uniquement d'avoir un local scolaire, mais d'y intégrer des activités périscolaires et quelquefois d'autres activités éducatives, culturelles, sportives. Ces politiques sont assez coûteuses. On n'évoquera pas aujourd'hui les questions de fonctionnement. Et moi qui suis dans le département, je vois des coûts pour les communes qui sont des fois, quelquefois, que de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros par enfant quand on intègre l'ensemble de ces coûts. Quand je dis quelques centaines d'euros, c'est des situations où la répartition par la commune d'accueil ne se fait pas forcément en intégrant toutes les charges qu'elle supporte. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons faire pendant 7h30, donc jusqu'à 19h30, c'est évoquer le financement des gros travaux de restructuration, de reconstruction. Voilà mon petit mot d'accueil. Donc, je remercie les partenaires qui, tout de suite, ont vu l'intérêt de cette démarche. Et je souligne l'implication particulière de l'État, puisque Monsieur le secrétaire général m'a proposé de profiter de ce petit temps de travail pour récapituler dans une fiche qui vous a été envoyée l'ensemble des financements que l'on peut recueillir. Donc, normalement, elle vous a été envoyée ce samedi, après que Monsieur le secrétaire général ait contacté la région et le département pour recueillir les financements actuels. Alors,
Vous savez bien que autant les financements de l'État, on a une visibilité à moyen terme. Par contre, département et région, il va y avoir des élections et sans aucun doute des évolutions des politiques publiques qui sont proposées. Donc la note préparatoire est actualisée à aujourd'hui et pourra être remise à jour ensuite. Je vous avouerai que j'aurais aimé que cette réunion ait lieu beaucoup plus tôt, mais il a été compliqué de la mettre en œuvre. Et j'ai un petit propos direct, le fait que les élections approchent. Il n'est pas question du tout de sortir de notre sujet qui est le financement des écoles et d'amener des éléments factuels. J'y veillerai particulièrement et je crois que c'est ce qui vous intéresse toutes et tous si vous êtes venus ici, c'est que vous avez une idée pour vos écoles et vous cherchez à avoir des informations précises. Mon mot de conclusion, ce sera pour vous signaler qu'on parle du financement des gros travaux, mais qu'en fin de réunion et pour conclure, nous aborderons la question qualitative et éducative avec un mot conclusif à la fois du département et de M. Tiquet, le DATEN, faire le lien entre la question des locaux et celui de la qualité éducative, le lien aussi avec le collège et la carte scolaire. Voilà mon mot d'introduction. Vous avez, j'imagine, sur Zoom, la possibilité d'envoyer des messages sur une messagerie. Il doit y avoir une icône qui permet de le faire. Et je laisse la parole tout de suite à Rosemary Falge. Merci. Merci Olivier. Merci Olivier pour cette introduction. Bonjour Monsieur le Préfet, bonjour Monsieur le Secrétaire Général, auquel je souhaite la bienvenue. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous rencontrer. Je salue également Madame et Messieurs les sous-préfets, Madame la vice-présidente de la région, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur Tiquet, Monsieur Luscan, et tous nos collègues, maires, présidents d'intercommunalité, présidents de syndicats que tu réunis, Olivier, que tu as la bonne idée de réunir ce soir sur ce sujet majeur dont nous parlons régulièrement en commission DETR, je dirais dans deux domaines. Premièrement, sur les financements, puisque nous butons souvent sur le terme de structurant, de la nécessité qu'un projet soit structurant pour le territoire. Cet adjectif nous préoccupe souvent. Et d'autre part, nous devons aussi mener une réflexion, et messieurs les sous-préfets, je sais que vous reprenez également cette réflexion à long terme sur l'évolution de la carte scolaire afin d'éviter les tensions, les mauvaises surprises lorsque la carte scolaire pour la prochaine rentrée nous est annoncée. Donc, c'est évidemment un sujet majeur et encore une fois, merci à vous tous d'être présents pour cette réunion très, très importante. Voilà. Bonne réunion à toutes et tous. Merci à toi, Rosemary. Alors, pour nous mettre en jambes et dans la discussion, je propose à ma collaboratrice Laure Delmas de nous présenter un projet de financement d'une école du département, ce qui nous permettra de voir un plan de financement assez complet et, entre guillemets, de traiter la question des différents cycles et comment on peut monter un projet assez complet. Alors, c'est un exemple qui est anonymisé, peu importe, mais qui présente un intérêt parce que les élus sont allés très très loin dans les domaines de la rénovation thermique pour produire un bâtiment passif, donc plus coûteux et peut-être mieux financé parce qu'il a une exigence thermique assez importante. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire que ces élus-là sont meilleurs que les autres ou que ce projet-là est le meilleur, mais c'est de voir un projet dans lequel on a pu aller chercher de très nombreux financements. Et ensuite,
l'État présentera ses dispositifs. On en connaît bien entendu une partie, la DETR, la DECIL, peut-être d'autres financements. La région qui a 3 motifs majeurs d'être avec nous aujourd'hui, Valérie Debord, ces fonds particuliers qu'elle met en œuvre en soutien aux politiques d'aménagement du territoire, mais aussi en tant que gestionnaire des fonds européens et enfin des transports scolaires. Et le conseil départemental avec notamment le CTS, le contrat territorial solidaire. Voilà. Alors, Laure, est-ce que tu peux nous envoyer la fiche de l'école qu'on souhaite présenter, en faire la présentation succincte? Oui, alors je l'affiche tout de suite. Voilà. Donc normalement, vous devez tous voir cette petite fiche. Donc déjà, pour commencer la présentation de ce projet, donc on s'est inspiré d'un projet réel. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, Laure. Donc, il y a peut-être des micros qui sont ouverts et on entend des conversations qui n'ont pas lieu d'être soumises à l'écoute de tout le monde, parce que j'ai entendu des secrets. Oui, non, mais on a un administrateur pour gérer ça. Donc, le cas qu'on a choisi, c'est donc 3 communes plutôt rurales, mais qui ensemble sont d'une taille importante, 1300 habitants, et qui actuellement ont chacune un site scolaire, dont 2 d'entre eux qui ont du périscolaire, et puis une seule cantine, donc c'est assez spécifique et compliqué. Pour les trajets des enfants et pour des familles qui ont par exemple des enfants de plusieurs âges et donc ici à la maternelle, là en primaire ou là à la cantine. Donc l'objectif de ce projet, c'est de créer un groupe scolaire sur un site unique et central pour tout le monde qui puisse accueillir 110 à 150 élèves, donc dans une logique de modularité, d'évolutivité du projet si les effectifs augmentent, dont 50 places pour le périscolaire. Donc là, notre sujet sur cette réunion-là, c'est seulement le scolaire, mais on peut aussi évoquer rapidement le périscolaire. Donc, le descriptif du projet. Donc, au niveau des travaux, il s'agit de démolir un bâtiment et d'en restructurer un autre et de lui ajouter une extension. Donc effectivement, comme l'a dit Olivier, il y a une approche très forte sur tout ce qui est construction passive, approche bioclimatique, efficacité énergétique pour en faire donc un bâtiment totalement passif, l'utilisation de matériaux biosourcés, donc évidemment l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et donc comme je l'ai indiqué, le bâtiment pourra évoluer en cas d'évolution des effectifs. Donc au total, on a un ensemble scolaire assez grand de 5 classes, 2 maternelles, 3 classes élémentaires. Donc vous avez les chiffres sous les yeux, normalement. Donc j'ai pas fait le calcul de la totalité, mais on est presque à 2000 mètres carrés en tout, avec les espaces extérieurs. Donc le plan de financement, à nouveau, c'est des chiffres... il ne faut pas les prendre à la virgule près, mais ça donne une idée. On est à 2 millions d'euros de travaux. 42 000, ça doit être les imprévus. Et au niveau des recettes prévisionnelles, donc tout ce qui est subvention et autofinancement, on a donc 35% de participation de l'État au titre de la DETR, auquel s'ajoute 7% de participation de l'État au titre de la DECIL via le contrat de ruralité. Pour la région Grand Est, on a plusieurs entrées, donc le Climaction, puisque c'est un bâtiment passif, pour 120 000 €, la chaudière bois, donc ça c'est un spécifique, la région, je pense, pourra nous l'expliquer plus précisément. 215 000 € au titre du soutien aux communes rurales. Et puis le FEDER, donc les fonds européens, mesure 7. Alors, j'ai mal fait mon travail, je ne suis pas bien allée regarder ce qu'était la mesure 7. Est-ce que la région pourra nous l'expliquer tout à l'heure? Sinon, je regarde rapidement. Alors, c'est les services de base et les rénovations dans les villages.
Donc, le fonds FEDER, de toute façon, finance tout ce qui est ruralité, services dans les villages. Donc, voilà. Il nous reste le conseil départemental donc pour une subvention de presque 10% à 200 000 euros. La CAF, ça, c'est le périscolaire qui est financé par la CAF à hauteur de 150 000 euros. L'agence de l'eau Rhin-Meuse, alors qui, elle, finance des choses spécifiques, notamment de la végétalisation, par exemple de cours d'école. Et il nous reste un autofinancement, donc à 20% de 428 000 euros. Voilà. Voilà. Merci Laure. Je vous reprécise bien que cet exemple a été monté parce qu'il y a un vaste panel de financement, végétalisation de cours d'école avec l'agence de l'eau, le périscolaire avec la CAF, et puis dans le thermique, des projets particuliers qui nécessitent des subventions. Voilà, dans un premier temps, je tiens à préciser que sur ce projet, ça, ce sont les demandes de financement qu'elles ne sont pas encore notifiées. Il n'est pas sûr qu'on arrivera à ce taux-là. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Monsieur le Préfet et à ses équipes afin qu'ils nous expliquent pour sa part les différents financements que l'État octroie sur les gros travaux d'école. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Sénateur, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs les élus, merci de me donner la parole. Je la passerai à Julien Le Goff, le secrétaire général, pour vous détailler bien évidemment les fonds. Enfin, l'exemple qui vient d'être présenté par Laure Delmas cumule presque la totalité de ce qui peut être mis en œuvre dans le financement. On aurait pu peut-être rajouter le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Mais c'est vrai que l'essentiel des fonds État, des dotations d'équipement des territoires ruraux et la dotation de soutien à l'investissement local, alors que ce soit la DSIL, rénovation énergétique, la DSIL relance ou la DSIL de droit commun, peuvent être mises en œuvre, évidemment, en complément à la fois des fonds européens et des fonds qui peuvent être mobilisés par la région et le département. Mais je pense que les présidentes Valérie Debord et Catherine Boursier pourront nous préciser bien évidemment quelle est l'aide qui peut être sollicitée par les collectivités. Moi, ce que je pense de cette réunion, c'est que d'une part, elle est à la fois bienvenue parce qu'elle nous permet de rentrer dans des sujets de fond et qui nous font sortir un peu du psychodrame annuel que l'on vit année après année au moment de l'adoption de la carte scolaire. Ça fait sans doute depuis aussi longtemps que la carte scolaire existe que l'on vit cette situation, avec une démographie dans le département qui peut être soit positive, soit négative, malheureusement, avec des écoles dont on voit les classes qui diminuent, parfois de manière inexorable, des chiffres de l'éducation nationale qui, bon an, mal an, sont toujours d'une grande fiabilité. Donc, on s'aperçoit qu'à quelques unités près, on arrive toujours entre les prévisions de l'éducation nationale et le réalisé de septembre, malheureusement toujours avec une relative adéquation, et qu'il est donc nécessaire un petit peu de dépasser cette gestion là et d'envisager effectivement une réflexion un peu plus approfondie, soit sur la rénovation des bâtiments existants, soit sur la création de nouveaux équipements, alors dont on voit qu'ils sont évidemment souvent très coûteux et très, très lourds. Tout ça pose des questions à la fois de ce que l'on veut faire des écoles communales. Quelle est la meilleure structure? École communale, est-ce que c'est un regroupement pédagogique déconcentré? Est-ce que c'est un regroupement pédagogique concentré, comme ça peut être tenté dans certains départements qui, il faut le dire, connaissent un succès sans doute assez mitigé. Alors, un succès d'estime très fort là où les regroupements pédagogiques concentrés sont mis en place, mais avec beaucoup de difficultés
à convaincre les autres élus d'y accéder. Mais en tout cas, partout où je suis passé, là où ça s'est fait, et les élus, et les parents d'élèves, et les élèves eux-mêmes, et évidemment, sans doute, l'inspection académique, ils trouvent un intérêt, mais on voit bien que ce sont effectivement des sujets de fond sur les financements qui sont posés. Une question évidemment qui est sous-jacente, j'ai vu qu'elle a été posée, c'est celle évidemment de du cumul possible de la DETR et de la DSIL. Alors évidemment, ce cumul est toujours possible, même s'il est peu recommandé, puisque nous avons un intérêt, en tout cas pour les services de l'État, à maximiser les aides qui nous sont octroyées, et plus on cumule, moins on a d'effets de levier pour l'économie locale. Mais en tout cas, juridiquement, c'est possible et il faut qu'on puisse examiner les conditions. En règle générale, ceux qui participent à la commission des élus de la DETR savent que le nombre de projets qui sont susceptibles d'être cumulés est assez restrictif. Et moi, je souhaite garder ces conditions assez restrictives, justement, pour le bénéfice de l'économie locale et de l'intérêt pour, évidemment, les entreprises du bâtiment qui en profitent. Et puis, ça doit nous amener aussi à poser un certain nombre de questions sur les compétences qui sont ou qui seront à exercer dans les années à venir. Un certain nombre de communautés de communes, communautés d'agglomération peuvent être tentées de prendre la compétence scolaire. D'autres structures telles que les syndicats restent évidemment à la manœuvre pour financer ces équipements. Il faut qu'on s'interroge sur quelle est évidemment la structure la plus adéquate, sachant qu'un certain nombre de syndicats n'ont pas accès enfin, les syndicats, théoriquement, n'ont pas accès à la DSIL. Donc, évidemment, c'est une des difficultés. Le dernier point, parmi les derniers points que je vais évoquer, c'est celui de la DSIL relance, qui évidemment peut poser des questions de calendrier. On a parfois des projets qui sont naturellement longs à mener, longs à faire émerger. Et comme vous le savez, la DSIL relance ou la DSIL, la rénovation énergétique, nous avons un impératif, c'est de la consommer en 2021 ou 2022. Donc, évidemment, ce cumul ne sera pas possible. Puis le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est un point qui est peut-être un peu mineur, mais c'est celui des études préalables. Bien évidemment, ni la DETR ni la DSIL ne peuvent supporter les études préalables. Et on a parfois des projets, comme vous l'avez vu, pour des montants importants, mais qui nécessitent parfois des coûts d'études qui sont eux-mêmes très, très disparates et parfois très conséquents, et qu'aucune de nos sources de financement ne permet de venir subventionner. Donc, c'est un sujet qu'il faut qu'on débatte, puisque certaines communautés de communes déposent des dossiers en ayant assuré ce financement des études, et d'autres sollicitent des montants importants que nous ne sommes pas en mesure d'octroyer. Voilà. Je laisse la parole peut-être à Julien Le Goff pour plus de précision sur les différentes sources de financement. Merci à vous. Merci, Monsieur le Préfet. Je salue également Madame la Présidente de l'Association des maires. Merci pour votre mot, et j'aurai plaisir à vous rencontrer bientôt. En complément de ce qu'a indiqué Monsieur le Préfet comme source de financement côté État, et tel que ça a été globalement bien résumé dans l'exemple qui vient d'être présenté, qui coche quasiment toutes les cases de façon théorique. Il y a tout d'abord la dotation d'équipement des territoires ruraux que vous connaissez bien, avec sur des projets structurants importants, dimensionnants comme ceci, une présentation à la commission des élus, puisqu'on est systématiquement sur des dépenses de plus de 100 000 euros, et sur une assiette éligible qui peut être double, pour être très clair, soit une construction neuve qui englobe les bâtiments au-delà du pur scolaire, c'est-à-dire notamment la restauration collective et les bâtiments qui ont trait aux activités périscolaires, et sur une construction, sur une construction neuve, on va dire,
le taux de subvention est entre 30 et 40%, et c'est au moment de la commission des élus que le taux est fixé. Il y a une deuxième assiette éligible, c'est plutôt pour la restauration cette fois-ci, où là les taux sont les mêmes, mais en commission des élus, la subvention a été plafonnée jusqu'à présent à 250 000 euros. Il y a également la dotation de soutien à l'investissement local dans plusieurs composantes. Il y a la dotation classique, où là, nous avons sur les mêmes assiettes des subventions qui se situent entre 20 et 40% du montant. Je précise qu'à chaque fois, on parle de montant hors taxe. Avec, pour la DSIL comme la DETR, la question des études et des frais soit d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre qui sont intégrés globalement dans les assiettes. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir une étude opérationnelle sur la construction, une étude de maîtrise d'œuvre, pour le coup, il faut présenter ça de façon globale avec les travaux, les travaux de construction, les travaux de restauration, et c'est pris en compte à ce moment-là. Les taux s'appliquent donc à cette assiette élargie aux études opérationnelles. J'ajoute que, et ça ne figure pas dans la note blanche qui vous a été transmise, il y a toujours la possibilité, et je crois qu'on pourra l'évoquer dans des cas particuliers, d'avoir des études préalables qui soient financées par la Banque des Territoires. La Banque des Territoires a la possibilité de financer des études qu'on pourrait appeler d'opportunité. Ce ne sont pas les mêmes études, ce ne sont pas des études opérationnelles qui interviennent une fois que la décision est prise et sur la meilleure façon de construire, donc ce sont des études de maîtrise d'œuvre, mais sur la possibilité de faire un choix en opportunité, de se lancer en amont. La Banque des Territoires finance donc pour des maîtrises d'ouvrage publiques des études qui permettent de bien déterminer les tenants et les aboutissants et d'esquisser un plan de financement. Au-delà de la dotation de soutien à l'investissement local dite classique, j'attire votre attention, comme l'a fait Monsieur le Préfet, sur la DSIL dite relance dans sa composante thermique, avec des crédits qui restent encore disponibles dans le département pour la rénovation thermique des bâtiments publics ou alors pour des travaux de construction, mais qui ont un enjeu fort de performance énergétique. Alors là, potentiellement, il y a la possibilité d'aller chercher ces crédits de façon complémentaire. Et ce qu'on peut indiquer, c'est qu'on invite les porteurs de projets éventuels à se rapprocher de la préfecture et des services de Madame Boulanger pour voir ce qui pourrait être retenu comme dépense et voir si il est possible de faire une demande, de déposer un dossier dans les meilleurs délais, c'est-à-dire avant la mi-juin, date à laquelle nous aurons notre commission de programmation avec la préfecture de région. Cette DSIL rénovation thermique peut servir globalement à isoler des bâtiments existants, mais pour des constructions, elle peut aussi être mobilisée quand vous souhaitez raccorder, par exemple, un bâtiment neuf, un bâtiment ancien, à un réseau de chaleur ou à une géothermie. A été évoquée également la possibilité de mobiliser le Fonds national d'aménagement du territoire, le FNAT, mais je préfère préciser que c'est un financement qui reste exceptionnel, puisque le critère de sélection, c'est généralement quand aucun autre financement d'État peut être mobilisé. Donc, ça peut éventuellement intervenir en appoint, il faut qu'on sache suffisamment tôt, mais c'est très rare, je le dis de façon très transparente. Donc, par conséquent, il vaut mieux ne pas compter dessus. En revanche, c'est un fonds qui peut être utile aux collectivités pour financer notamment des dépenses de fonctionnement dans certains cas. Je crois que le sénateur connaît bien le fonctionnement de ce fonds. En tout cas, son grand intérêt, c'est qu'il est complémentaire des subventions et qui interviennent surtout pour l'investissement. J'ajoute, ça a été évoqué dans l'exemple, mais c'est très intéressant, il y a effectivement les financements de la CAF. Souvent, l'État délègue des crédits aux caisses d'allocation familiale. Elle le fait notamment aussi dans le cadre du plan de relance pour les accueils collectifs de mineurs, pour les haltes garderies, pour toutes les activités périscolaires. Donc, il y a la possibilité souvent d'avoir des montants assez importants, enfin, du moins non négligeables. Et je terminerai, mais le Conseil régional et Madame la vice-présidente en parleront bien mieux que moi, avec les crédits de Climaction, puisque c'est un financement croisé du Conseil régional et de l'État via l'ADEME, qui permet de financer des opérations de rénovation énergétique
ou des opérations nouvelles à partir du moment où les bâtiments atteignent des performances énergétiques importantes, notamment pour les bâtiments à basse consommation ou alors à énergie neutre, comme on dit. Je vous remercie donc pour l'appréciation que vous avez bien voulu faire de cette note de travail, cette note blanche qui a été diffusée via monsieur le sénateur. J'en profite pour remercier les services du Conseil régional, la Maison de la Région et les services du Conseil départemental qui ont élaboré avec moi ce document qui pourra être complété par la suite. Et le but, effectivement, c'est de pouvoir avoir un mémo sur ces opérations à destination des maîtrises d'ouvrage, des maires, des syndicats, en indiquant que ce document pourra être complété utilement des éléments que la CAF pourra nous faire parvenir, dans certains cas, l'agence de l'eau, pourquoi pas la Banque des territoires. Donc, on essaiera d'ici la fin de l'année et avant les nouvelles campagnes de programmation de travaux, de compléter le document pour vous apporter vraiment une vision un peu globale, exhaustive de tous les dispositifs auxquels vous pouvez prétendre. Là-dessus, 2 petits points de détail. En théorie, la DSIL, donc la dotation de soutien à l'investissement local, ne s'adresse pas aux syndicats, mais à partir du moment où une convention est signée entre la maîtrise d'ouvrage public et le représentant de l'État, le préfet, il peut y avoir par dérogation un financement des syndicats avec la DSIL. C'est notamment le cas dans le cadre du plan de relance avec la DSIL thermique. Et le deuxième point, qui est plus qu'une précision, c'est qu'il est vraiment essentiel que toutes ces réflexions sur les aménagements scolaires, RPI concentrés ou déconcentrés, monsieur le préfet a bien rappelé l'intérêt des RPI concentrés, y compris en termes d'aménagement du territoire, que tous ces projets-là soient bien élaborés en lien très étroit avec les inspecteurs d'éducation nationale, avec la direction départementale des services de l'éducation nationale, parce qu'in fine, aussi bien pour le conseil régional que pour le conseil départemental et la préfecture, les sous-préfectures, c'est l'avis de l'éducation nationale qui prime s'agissant de l'engagement d'une subvention. Voilà. Donc, il est vraiment essentiel dès le début que tous ces projets importants, par définition, par nature, soient élaborés avec les représentants de l'éducation nationale dans les territoires. Voilà, monsieur le sénateur. Merci, monsieur Le Goff. Avant de passer la parole à la région, je vais vous poser plusieurs questions, dont certaines sont venues sur la messagerie du webinaire. Par exemple, celle de Claude Bosserel, le maire d'Agéville, nouveau maire, nouvelle équipe municipale. Difficile de naviguer entre toutes les subventions possibles. On parle de navigation, et je crois qu'on l'a déjà noyé, avec tous ces sigles. Et de s'apercevoir que parfois les subventions demandées n'aboutissent pas. Oui, ce n'est pas parce qu'on fait une demande qu'on l'obtient. Il y a des règles à respecter. C'est ça qu'on va tenter, Claude, de clarifier. Alors, par rapport aux propos de l'État et pour approfondir de manière factuelle les questions, on a vu tout à l'heure sur l'exemple présenté que les VRD n'apparaissaient pas. Pourquoi les VRD dans les financements DETR ne sont pas pris en compte? Voirie réseau sont des dépenses quelquefois importantes qui peuvent monter à 5-10% du montant total des travaux. Elles ne sont pas financées. On pose la question aussi sur la messagerie de savoir à quel moment l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale s'agissant de regroupement est nécessaire et dans quelle mesure il intervient pour obtenir les financements de l'État. S'il y a un avis négatif de M. Tiquet, l'inspecteur de l'éducation nationale, et de l'ASEN, pardon, est-ce qu'on n'a pas les subventions que vous avez évoquées? Vous avez parlé de financement de la Banque des territoires pour des études. S'agit-il de prêts ou de subventions? Vous allez peut-être pouvoir nous le préciser. S'agissant du cumul DETR, DSIL, je crois que la commission des élus se réunit cette semaine, elle aura l'occasion d'en reparler. Mais nous avons une circulaire nouvelle du ministère des collectivités territoriales qui dit dans quelle mesure ces cumuls sont possibles. Ils ont été obtenus sur quelques dossiers l'an dernier, en général de très gros dossiers. Et on a autour de la table en présence Lender Tukert, qui est le président du SIS de Léon. Oui, je sais, on dit Léon. Salut Léon. Président du syndicat du Sanon.
qui a un très gros projet d'école et qui dépasse les 8 millions d'euros. Sur ce genre de projet, pour plus de 300 élèves, on pourrait imaginer que le FNADT vienne soulager des enveloppes de type DETR. Alors, on parle en sigle. Heureusement qu'on a 1 an de mandat. Pour l'instant, parce que cette réunion arriverait 1 mois après l'élection, je crois qu'elle serait difficile à tenir. Merci de donner quelques éléments synthétiques, M. Le Goff, à ce sujet, puis ensuite on passera à la région. Alors, sur les financements de la Banque des territoires pour les études, ce ne sont pas des prêts. Il faut bien distinguer les prêts pour aider les collectivités, souvent des prêts à taux bonifiés, pour aider les collectivités sur le reste à financer des opérations et des interventions directes de la Banque des territoires en subvention, pour le coup, pour financer des études. Donc là, les études dont je parle peuvent faire l'objet d'une subvention par la Banque des territoires. Sur les VRD, comme vous l'avez évoqué, donc autre sigle, pour les travaux de voirie, effectivement, ça fait pas partie c'est pas dans l'assiette des opérations, enfin des travaux qui sont éligibles sur les opérations scolaires, puisque pour le coup, il a été décidé en commission des élus, il me semble, moi c'est dans le règlement d'intervention de la DETR, qu'on ciblait les financements sur les bâtiments scolaires eux-mêmes, les infrastructures scolaires, de façon assez large, puisque pour le coup, je pense qu'il est important de noter dans ce département, je le disais, hein, c'est de façon extensive, puisque ce sont non seulement les locaux fonctionnels scolaires, les écoles, mais également en intégrant le périscolaire, peut-être compléter des aides de la CAF, et la restauration scolaire, ce qui n'est pas le cas partout. Donc là, encore une fois, avec une enveloppe qui est contrainte, le rôle de la commission des élus, avec les propositions qu'on lui fait, c'est de fixer des priorités pour rendre le maximum de projets éligibles. Vous avez évoqué le FNAP, le Fonds national d'aménagement du territoire. Je disais qu'il intervenait en complément éventuellement, mais généralement, la règle d'emploi de ce fonds, c'est qu'il intervient là où il n'y a pas forcément d'autres crédits d'intervention d'État pour soutenir les projets des collectivités. C'est ce qui fait son intérêt, avec une enveloppe qui n'est pas non plus totalement extensible, et donc il ne pourrait intervenir que de façon très, très exceptionnelle, très dérogatoire sur des grands projets, si l'intérêt général était évidemment vérifié. Alors, l'intérêt général, justement, en matière scolaire, quelque part, notre boussole à nous, dans tout ça, c'est l'avis que rend l'éducation nationale, la direction départementale des services de l'éducation nationale. Je disais qu'il est important dès le début d'associer les inspecteurs de l'éducation nationale dans l'élaboration de ces projets, parce qu'il serait absurde en soi que l'État engage ces dotations sur un projet qui n'aurait pas recueilli un avis favorable de l'éducation nationale. Le but tout de même, c'est de prendre en compte l'avis des enseignants et donc l'avis que peut rendre l'inspecteur de l'éducation nationale à travers la direction départementale. Donc la position qui a toujours été établie, ici comme ailleurs, c'est que là où il y a un avis défavorable rendu par le service spécialisé, il ne peut pas y avoir d'engagement de subvention de l'État. Et je crois que c'est à peu près, d'ailleurs, dans la réunion préparatoire, on s'en est aperçu, c'est la même position, il me semble, pour les services du département et les services du conseil régional. C'est ce qui fait peur, quelque part, encore une fois, c'est l'analyse que rend de façon très, très spécialisée, très technique, les services de l'éducation nationale. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions, ne pas en avoir oublié une au passage. On me redemande, là, sur la messagerie, de mieux préciser dans quel cas il y a la DETR, dans quel cas de la DECIL, on parle de DECIL relance. Vous pourriez repréciser ces points-là? Alors, non, la DETR, c'était le fonds qui préexistait la DECIL, hein, la dotation de soutien à l'investissement local. Et donc, on va dire que la première porte d'entrée, c'est tout de même la DETR. Le législateur, en créant la dotation de soutien à l'investissement local, a voulu renforcer les capacités d'investissement dans les territoires, et donc a rendu possible aussi dans les grandes priorités, dans les 7 grandes priorités, l'investissement au profit des écoles, des établissements scolaires. Donc, en théorie, à l'origine, même s'il y a eu quelques amodiations depuis, c'était l'un ou l'autre, puisque quand le législateur a créé cette nouvelle dotation, l'idée c'était de pouvoir soutenir
plus grand nombre de projets. Il arrive, encore une fois, de façon exceptionnelle qu'il puisse y avoir un cumul, mais ça s'apprécie au cas par cas. Ça ne peut absolument pas devenir une généralité. En revanche, ça n'interdit pas d'aller rechercher d'autres financements, comme ça a été très bien mis en exergue dans votre exemple. Et je reviens sur les financements de la CAF, qui généralement sur des projets de RPI concentrés, des projets importants, qui prévoient des locaux périscolaires accolés aux locaux scolaires. Il peut y avoir des subventions qui sont particulièrement substantielles de la part de la CAF. Donc, je me mets à la place, pour le coup, des maires ou des maîtrises d'ouvrage publics, des présidents de syndicats qui voudraient se lancer dans des projets de cette envergure. Donc, il y a plusieurs millions d'euros d'argent public qui sont recherchés. La proposition qu'on peut faire, c'est de vous appuyer en ingénierie technique financière pour aller rechercher et mettre autour de la table tous les financeurs potentiels et maximiser, pour le coup, l'effort collectif qui peut être entrepris aux côtés de la maîtrise d'ouvrage. Il faut peut-être préciser que la DSIL n'est ouverte qu'aux communes et établissements publics ou coopération intercommunale. Oui, et ce n'est pas pour l'exception quand il y a une convention avec l'État, notamment sur la DSIL thermique. Sur les contrats de ruralité. De façon la convention. D'accord. Très bien. Je pense qu'on peut passer la parole, vous remercier, bien sûr, et passer la parole à Valérie Debord pour la région. Et je le rappelle, la région concernée à triple titre sur ses fonds propres, les fonds européens et la question des transports scolaires. Oui, merci. Bonjour à tous, bonsoir à toutes et à tous, monsieur le préfet, monsieur le secrétaire général, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les maires. Je précise que nous n'interviendrons pas sur les transports en l'espèce, parce que ce n'était pas la commande qui nous avait été faite. Nous avons plusieurs dispositifs de soutien à l'amélioration du cadre de vie, parce que je vous rappelle, c'est une exergue, mais néanmoins, il s'agit de le dire, les écoles, groupes et équipements scolaires ne sont pas éligibles à un soutien régional en tant que tel, hors approche énergétique, mais j'indiquerai après, comme j'y ai été invitée par monsieur le secrétaire général, ce que nous pouvons faire dans le cadre de Climaction. Tout ça pour vous dire d'ailleurs que vous pouvez bénéficier évidemment de Climaction, même dans un cadre de rénovation, et pas uniquement évidemment dans un cadre de construction. Je pense que c'est un élément qui est aussi important à connaître. Donc nous avons un dispositif qui s'appelle Soutien à l'amélioration du cadre de vie et des services de proximité, qui permet de soutenir des projets portés par les communes et les EPCI, à l'exception des communes qui bénéficient du dispositif en faveur des centralités. C'est pour accompagner en fait les travaux qui visent à la création, l'extension, l'amélioration lourde de services à la population. Alors, je donne des exemples, périscolaires, cantines, centres aérés, salles ou espaces mutualisés. C'était assez bien expliqué d'ailleurs dans la petite présentation exemplaire du début. Les espaces qui sont mutualisés avec des associations, par exemple, qui peuvent être également éligibles. Tous ces lieux qui permettent effectivement de favoriser la vie entre les habitants. Donc, tout ce qui a trait effectivement à cette extension, amélioration lourde de ces services peut être soutenu par la région au titre de cette politique d'amélioration du cadre de vie. Alors, on a préparé, Olivier, des slides. C'est peut-être un peu lourd de faire passer ça donc à destination de l'ensemble des participants. Je propose qu'on les verse au débat et que comme ça chacun puisse les avoir, ce qui permettra aussi d'avoir des éléments factuels pour tout à chacun. Sur la relance rurale, en complément des dispositifs ouverts à toutes les collectivités locales, nous avons une mesure d'urgence que nous avons appelée relance rurale, qui est liée évidemment, comme son nom l'indique, à la crise sanitaire, et qui a pour objectif de mobiliser les communes de moins de 500 habitants. Alors, c'est pas Rosemary Fall qui dira le contraire, mais c'est important parce que c'est 63% des communes du Grand Est, et sur notre département, c'est évidemment de nombreuses communes. Donc, via la relance de la commande publique, l'objectif, vous le comprendrez bien, c'est de permettre de donner un coup de pouce aux entreprises artisanales dans le secteur, notamment dans les secteurs ruraux. On a fait ça en lien, bien sûr, avec
préfectures de région, les préfets de département. Et donc, nous cofinançons jusqu'à 50% d'aide avec un montant plafonné de 20 000 € les travaux d'amélioration du bâti communal ouvert au public, donc aménagement intérieur, abord extérieur, hors VRD, je le précise, et les bâtiments scolaires, donc qui sont réalisés par des entreprises dans la limite d'un dossier par commune. Hein. Il ne s'agit pas que ce soit réalisé par un collectif de gens qui ne seraient pas salariés, puisque l'objectif, c'est bien de donner, dans le cadre de la relance économique, une activité économique aux entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on a spécifié cela. Donc, en cohérence avec le dispositif de soutien à l'amélioration du cadre de vie et des services de proximité, on a des cas concrets où on peut envisager des travaux d'amélioration des espaces publics aux abords de bâtiments scolaires, par exemple un projet de requalification environnementale paysagère d'un groupe scolaire, des travaux d'amélioration des espaces de bâtiments scolaires communaux qui servent à l'accueil du public autre que scolaire, une réhabilitation de préaux d'écoles. Alors, ce sont des exemples, bien évidemment, hein. Ce préau pouvant servir de lieu d'accueil pour des manifestations d'associations locales. Donc, la subvention potentielle allouée dans le cadre du dispositif relance rurale, par contre, n'est pas cumulable avec un soutien au-dessus du dispositif cadre de vie. Voilà. Je souhaitais vous indiquer également ce que nous pouvons faire dans le cadre du dispositif Climaction. Pareil, on joindra au compte-rendu de cette réunion un petit tableau clair, parce que j'avoue que des fois, l'accumulation de cibles peut rendre les choses un peu complexes. Donc, en fonction de la nature du projet, il y a évidemment des critères d'éligibilité. Je vais aller assez rapidement, mais si vous avez une rénovation BBC globale ou par étape, en fonction évidemment de la lourdeur de votre projet, il y a des critères d'éligibilité qui sont à minima la réalisation d'un bouquet de 2 travaux énergétiques qui sont BBC compatibles et le respect du cahier des charges de Climaction autour de la maîtrise d'œuvre, de la ventilation, de l'étanchéité à l'air, hein, parce que bien évidemment, l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de favoriser une réflexion autour du développement durable. Et là, en fait, on est sur des primes de base qui sont en fonction des mètres carrés, avec un bonus si on utilise des matériaux biosourcés, ce qui était le cas également dans l'exemple qui nous a été présenté. Quand on est sur de la construction et de la rénovation exemplaire, hein, tout ça sont évidemment des normes et des cahiers des charges, on a une demande minimale sur un niveau passif et on rajoute en fait en fonction des critères environnementaux, comme l'utilisation du bois et des matériaux biosourcés, la possibilité d'avoir à la prime de base une augmentation avec un plafonnement qui est à hauteur de 120 000 € sur le minima et c'est plafonné à 180 000 € sur la partie complémentaire. Peut-être également des éléments qui peuvent intéresser les gens présents sur les énergies renouvelables. On a évoqué une chaudière et chaufferie bois. On a un taux d'aide qui va de 40 à 50% sur l'investissement, avec un plafond à 240 KE. Les pompes à chaleur en géothermie également de surface, avec un taux d'aide également de 40 à 50%. On n'a pas de plafond. Le solaire thermique, un taux d'aide de 50 à 60%, avec un plafond du montant éligible de 1 200 € hors taxe par mètre carré de panneaux. Et le solaire photovoltaïque, aide forfaitaire de 200 à 300 € plafonné aux 100 premiers kilowattheures par point de raccordement et 30% du coût admissible hors taxe du projet. Désolé tout ça, mais je pense que c'est important aussi d'aller dans les détails. Cette réunion a cet objectif. Là. Et puis pour terminer, au titre des fonds européens effectivement qui sont gérés par la région, on a de manière complémentaire la fameuse mesure 7 sur le développement du FEADER qui permet de cofinancer les services à la population. Donc on voit très bien tout ce qui peut rentrer dans ce cadre-là, notamment l'accueil des enfants, le périscolaire, les crèches. Mais ça n'inclut pas, je précise, directement l'école. Donc on est toujours effectivement en périphérique. Et puis, on a le plan de relance européen via REACT-EU et le programme opérationnel FEDER FSE sur 2021-2027. Mais je
parle sous couvert de Monsieur le Préfet, les critères techniques d'élaboration ne sont pas encore complètement précis. Donc, quand ce sera évidemment complètement calé, nous pourrons nous rapprocher de l'ensemble des maires et des présidents d'Interco. Voilà en quelques mots, j'ai peut-être été un petit peu longue, je vous prie bien de m'en excuser, ce qu'aujourd'hui la région peut faire. Peut-être un dernier point, parce que moi j'ai conscience que pour de nombreux maires, présidents d'Interco, cette jungle administrative peut sembler extrêmement complexe. Peut-être une des choses qui pourrait sortir et déboucher de cette réunion, ce serait la possibilité d'avoir une espèce de point d'entrée. Parce que je vois souvent cette question qui nous est posée sur je fais un dossier des CIL, et puis je fais un dossier à la région, et puis comment est-ce que j'agglomère tout ça, et puis qui me dit à quel moment je suis ou pas éligible, et puis à quel moment intervient l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale. Enfin, voilà. Et tout ça, on peut comprendre que ce soit extrêmement complexe. Donc peut-être qu'une solution, alors à partager, hein, bien sûr, entre nous tous qui sommes cofinanceurs, ça pourrait être à un moment de pouvoir avoir une entrée, une forme de gestion unifiée. En tout cas, c'est la proposition que je fais pour le compte de la région. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Valérie, notamment pour ta dernière proposition qui faciliterait la vie à tout le monde. On pourrait imaginer, ça se fait souvent, hein, moi en tant que parlementaire, je suis des fois sollicité sur des projets particulièrement complexes à organiser un tour de table pour à un moment clarifier la participation des uns et des autres. Déjà d'avoir la note qu'a coproduite l'État avec la région et le département, on la renverra à la fin de la réunion, j'ai des demandes à tous les participants. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ta participation. On ne devait pas parler de transport scolaire, je rappelais juste votre compétence en la matière et le fait que j'avais écrit à Jean Rotner, le président, pour lui dire, je pensais particulièrement au projet d'Inville qu'on a évoqué tout à l'heure, lorsqu'il y a des réorganisations importantes qui pourraient engendrer la baisse du coût du transport scolaire, ce n'est pas systématique, ce n'est pas parce qu'on regroupe, il y a une baisse du coût du transport scolaire. Dans quelle mesure on pourrait prendre en compte cet aspect-là pour éventuellement majorer des financements? Et il m'avait répondu qu'il était intéressé pour entrer dans la réflexion. De la même manière que l'an dernier, j'avais écrit à l'État en faisant la démonstration sur certains projets. Monsieur le préfet, il y avait des économies de postes dans le cadre de RPI concentrés. Je m'étais amusé sur un gros dossier à me rendre compte que l'économie de poste sur la durée de remboursement du prêt de la commune allait être supérieure aux aides que l'État allait verser. Alors, monsieur le préfet, il va me dire que ce n'est pas les mêmes budgets, c'est le budget de l'éducation nationale par rapport au budget du ministère des collectivités, du ministère de l'Intérieur, mais quand même, quand on est sur le terrain et qu'on regarde ça, on se dit, bien sur ces gros projets, ça vaut le coup d'être accompagné à juste proportion. Merci beaucoup Valérie. Je propose qu'on passe au... Ah, vas-y. Oui, juste, par esprit d'escalier, je rebondis. Jean Rotner m'avait parlé de cette proposition, effectivement, qui est très intéressante, parce que ce qu'il faut jouer avant tout, c'est la carte de l'agilité. Et là, effectivement, je pense que ça peut être à regarder, en tout cas. Par contre, je souhaitais évidemment préciser que on adapte le plan de transport en amont de tous les projets, hein, bien sûr, d'évolution. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais ça allait de soi. Merci beaucoup. Merci Valérie. Alors, on va passer au conseil départemental. C'est Catherine Boursier. Qui a la parole? Voilà. Ah, voilà, merci. Bonsoir, monsieur le préfet, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les sous-préfets, mesdames et messieurs les maires, Olivier, Rosemary, merci de votre invitation. Je suis donc la dernière à intervenir sur les financements. Tu l'as approché, Olivier, dans ton introduction. Le dispositif que le département a mis en œuvre sur la période, ou met en œuvre sur la période de 2016, puisqu'il y a eu une année de transition 2016-2021 en appui
au projet des communes et des EPCI, c'est ce qu'on appelle le contrat territoire solidaire. Alors, la caractéristique de ce contrat territoire solidaire, c'est qu'il doit s'inscrire dans les priorités de notre projet départemental, que sont la transition écologique, l'amélioration de l'accès et l'amélioration de la qualité des services publics et au public, et puis tout ce qui concerne le maintien de la cohésion sociale et la création du lien social, la solidarité. Ce qui fait donc cette caractéristique, c'est que chacun des territoires du département de Meurthe-et-Moselle, dont vous savez que son intervention est territorialisée, a pu, en fonction des spécificités propres, organiser son propre règlement de soutien aux investissements communaux. Quand je dis son propre règlement, on est toujours dans le contexte des 3 priorités que je viens de donner, et puis il y a une harmonisation qui se fait au sein d'une instance mutualisée entre l'ensemble des territoires pour que les politiques départementales se mettent en œuvre non seulement avec équité, mais dans le respect d'une certaine égalité, évidemment. Alors, c'est pour ça que sur la fiche qui vous a été distribuée, vous retrouvez par exemple une intervention plus particulière sur tout ce qui concerne le soutien aux investissements qui ont un impact important en matière de transition énergétique, mais c'est le choix de Terre de Lorraine d'avoir mis l'accent sur ce type d'investissement. Dans d'autres territoires, ça ne se passe pas forcément comme ça. Notamment, moi je suis toujours déléguée du territoire Val-de-Lorraine. Sur notre territoire, nous avons plutôt choisi de soutenir les projets, pour ne pas prononcer le mot structurant, qui ont un impact intercommunal ou qui offrent une solution mutualisée et donc complémentaire entre plusieurs services. Nous avons par exemple soutenu des communes qui créaient une école qui offrait dans les mêmes lieux, mais organisée évidemment dans des espaces différents, l'école, mais également le périscolaire et la restauration scolaire. Pour faire écho à ce que disait Olivier sur le transport, c'est une problématique importante en milieu rural, quand il y a notamment des RPI éclatés, que de transporter les enfants à la pause méridienne. Or, pour les maires qui sont élus depuis plusieurs années autour de cette table, et Rosemary, la présidente de l'association, le département a à un moment choisi de ne plus financer les transports méridiens. Et donc, nous avons encouragé la création de restaurants scolaires de telle façon qu'il n'y ait qu'un point unique pour que les enfants puissent avoir le maximum de services possibles. Donc, dans les exemples que je voulais vous donner sur le territoire, par exemple, du Val-de-Lorraine, il y a la création de pôles scolaires communautaires. Là, pour faire écho à l'intervention de Monsieur le Préfet, on constate effectivement que nombreuses sont les intercommunalités qui prennent maintenant nombreuses, enfin en tout cas elles sont de plus en plus nombreuses plutôt, qui prennent la compétence scolaire et qui prévoient leurs investissements dans le cadre d'un schéma d'organisation de la couverture scolaire de leur territoire. Et donc dans ce cas-là, nous estimons que c'est une démarche intéressante, et donc nous en avons par exemple soutenu la création d'un pôle scolaire à Agincourt, ou un autre qui est en préparation sur Bouxières-aux-Chênes. Alors, il nous arrive de financer des travaux dans les écoles, dans les communes très rurales, notamment pour celles qui bénéficient de la dotation commune fragile, mais les enveloppes disponibles ne sont évidemment pas à la hauteur des enjeux s'il fallait construire une école nouvelle. Il y a aussi des dispositifs spécifiques pour les communes qui relèvent de la politique de la ville. Le département abonde une enveloppe à côté de celle de l'État, et dans certains quartiers politiques de la ville, nous avons également financé la reconstruction d'écoles. Je pense à Champignol, notamment le quartier des Mouettes. Alors, je voudrais donc redire, ça a été également évoqué au début de l'intervention, que ces dispositifs courent sur la période 2016-2021 et que, à la suite du renouvellement de l'Assemblée départementale,
il nous reviendra, ou il reviendra à l'Assemblée départementale de définir son nouveau dispositif de soutien. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui fait apparaître la nécessité à la fois de travailler peut-être plus précisément sur tout ce qui concerne la transition énergétique et également sur la nécessité d'articuler nos interventions, notamment je pense au CRTE, etc. Donc, on aura besoin à un certain moment de savoir précisément que fait l'État, que fait la région, pour caler nos propres règlements ou au moins une partie de ces propres règlements. Enfin, je voulais souligner, puisque Monsieur le secrétaire général y a fait également, appel, c'est qu'au-delà de ces financements stricts d'écoles, et ça vaut pour l'ensemble des investissements, le département peut accompagner les communes, notamment en matière d'ingénierie financière via son agence territoriale MMD 54. Et puis, souvent, la question de l'école s'accompagne de modifications de voirie, d'accessibilité aux voiries. Donc, je voulais redire aux maires qu'ils n'hésitent pas à solliciter les services compétents du département, notamment les DITAM, très en amont de leur projet pour vérifier qu'il n'y aura pas de problème, de circulation. Voilà très rapidement, cher Olivier, monsieur le préfet, ce que je pouvais vous dire cet après-midi. Merci beaucoup, Catherine, pour ton intervention claire. Alors, je vous propose maintenant, on a à peu près 20 minutes pour prendre des questions. Vous pouvez aussi poser des questions sur la messagerie du webinaire, là, sur Zoom. Et on va essayer de traiter ces questions. Le temps que quelqu'un lève la main, à partir du petit dispositif « Lever la main » dans l'onglet « Plus », je redonne la parole à Catherine qui la redemande. Oui, parce que je lis une question d'une personne de Thiaucourt. Un gymnase scolaire fait-il partie des services mutualisés? Alors, non, il ne fait pas partie des services mutualisés. Enfin, c'est à vous de vous entendre entre vous. Mais en tout cas, dans le cadre des CTS, nous finançons les gymnases. Nous l'avons fait dans plusieurs communes. Quand ce gymnase est également occupé par des collégiens, nous participons au fonctionnement de la structure. Très bien. Merci, Catherine. Le temps qu'une question vienne, il y en a une sur la messagerie. Alors, ça vise l'État, je pense. Dépôt des dossiers de ETR en janvier, la commission des élus après juin. Il est matériellement impossible de lancer le marché avant les vacances de la Toussaint, ce qui retarde le démarrage des travaux et augmente la difficulté de la réalisation des travaux pendant la période scolaire. Quand aurons-nous l'accord pour les subventions? Ce qu'on peut répondre là-dessus, c'est que la commission des élus se réunit en fin de semaine, que les arrêtés attributifs de subventions généralement sont pris dans les meilleurs délais, puisque certains nombres sont prêts. C'est-à-dire ça se sous le public postage, il n'y a plus qu'à mettre le nom de la commune et le montant soit signé et envoyé. Et on entend bien évidemment les attentes des maires qui consistent à savoir quand ils pourront commencer leurs travaux. Si pour le coup, et ça peut s'entendre, il y a une urgence signalée, ce qu'on peut toujours proposer, c'est qu'on nous le signale, de sorte que l'arrêté attributif de subvention en question pour l'opération soit signé dans les meilleurs délais et adressé en complément tous les temps nécessaires à ce qu'ils parviennent à la maîtrise d'ouvrage. Très bien. Sachant que pour le coup, c'est vraiment une question de réassurance, de savoir combien sera versé précisément sur l'opération. À partir du moment où je le répète, à partir du moment où il y a eu un accusé de réception quand le dossier a été déposé, ça veut dire que les travaux peuvent débuter. Ça peut être aussi en attendant l'arrêté de subvention, un coup de téléphone pour savoir quelle est la programmation. Et si on dit, voilà, vous aurez tant de DETR, enfin, les marchés peuvent être signés, les travaux commencent, ça ne fera rien du tout aux subventions qui seront réellement accordées à la collectivité. Très bien. On vous pose la question de savoir si la réfection d'une cour d'école et la réfection d'un préau peuvent entrer dans le cadre de ces subventionnements.
A priori, oui, ça fait partie de ce que je dis, ça rentre bien dans les assiettes éligibles. Et c'est ça qui est d'ailleurs intéressant dans la question, c'est que ça renvoie quelque part à toute l'ingénierie financière qui peut être déployée. Hein. J'entends ce que dit Madame la vice-présidente du conseil départemental, comme la vice-présidente du conseil régional, c'est qu'encore une fois, sur des projets importants, on a tout intérêt, je pense, dès lors que, a priori, on a un favorable de l'éducation nationale, à se mettre autour de la table pour mobiliser le plus de financement possible et aider la maîtrise d'ouvrage dans le montage des dossiers en l'orientant, parce que précisément sur les préaux, dans ce qui s'appelle aujourd'hui la résorption ou la lutte contre les îlots de chaleur, il y a la possibilité d'avoir des préaux végétaux. Et là, on a des opérations qui sont potentiellement financées par l'Agence de l'eau ou l'ADEME sur différents dispositifs de droit commun ou du plan de relance. Pareil pour les cours d'école, pour la l'école. réalisation des sols, tout ça, il y a des aides ici. Alors, Maurice Barbezan pose une question. Le maire de la Neuville de Vambayon. Pour présenter un dossier, il faut atteindre le niveau APD. Oui. Point d'interrogation. Comment peut-on financer le recrutement d'un maître d'œuvre nécessaire pour atteindre ce stade? Ça rejoint une autre question qui a été reposée, enfin, vous aviez apporté la précision tout à l'heure, savoir si des études thermiques en amont de travaux sont finançables par ces différentes sources de financement. Alors, théoriquement, la DETR ou la DSIL sont des crédits d'investissement. Donc, a priori, on ne finance pas les études. Effectivement, l'écueil auquel sont confrontées les communautés de communes, ou les communes elles-mêmes, si elles sont maîtres d'ouvrage, c'est bien évidemment d'arriver à déposer un dossier qui soit au stade de l'APD, voire avec le permis de construire presque déposé, puisque nous, on a un souhait, c'est de pouvoir engager les crédits très rapidement et ne pas prolonger pendant plusieurs années les arrêtés de subvention. Donc ça, effectivement, on a cette difficulté. Ça rejoint un peu la question que vous évoquiez. On est un peu sur le même écueil. On a à la fois la nécessité d'attendre la circulaire un peu générale sur la DETR, donc qui arrive généralement en février ou mars. Et donc, on lance l'appel à candidature généralement en janvier. Moi, je suis sensible à votre argument. Hein. On essaye d'avancer le calendrier pour que vous puissiez, sur les travaux de rénovation, les faire pendant la période estivale. Et donc, il faut que vous lanciez les offres de services en juin pour au moins être sûr de pouvoir faire les travaux en juillet. La plupart des entreprises ne travaillent pas au mois d'août. Voilà. Alors, sur des travaux plus importants de construction, on est sans doute un peu moins tributaire de ce calendrier parce qu'on sait que sur une construction, c'est 12 à 18 mois de travaux. Mais effectivement, il faut, si possible, qu'il soit terminé en septembre de l'année qui suit pour pouvoir avoir une rentrée scolaire cohérente. Donc, effectivement, on souhaite un dossier au stade de l'APD pour pouvoir engager des crédits. Et c'est aussi un des critères de sélection, c'est-à-dire que les dossiers les plus aboutis sont ceux qui ont le plus de chances d'être financés. Très bien. Alors, je vois deux demandes de parole à l'écran. Il y a mairie de Moineville et puis un autre nom, je ne sais pas c'est qui, PC Mairie. PC Mairie. C'est la mairie d'Atrize, a priori. La mairie de Atrize. Ah, Atrize. Atrize, à côté de Moineville. Oui, c'était à propos du cumul DSIL et DETR. Généralement, l'assiette de financement DSIL est plus restreinte que l'assiette de DETR. Peut-on demander la DETR sur la partie non financée par la DSIL? La boulangerie. Ce serait plutôt l'inverse. Enfin, par exemple, on pourrait prendre une partie de travaux rénovation thermique sur la DSIL rénovation thermique et puis des travaux qui sont sans rapport, je sais pas, la cantine, on prendrait sur la DETR. Oui, c'est possible. L'accessibilité, par ailleurs, pour la DETR, par exemple. Oui. L'accessibilité, on en a Ce qu'on n'a jamais dit quand même, c'est que la DSIL, c'est quand même des dossiers qui sont soumis aussi au préfet de région. Oui.
Exact. Et qui sont effectivement plus restrictifs, à la fois dans les bénéficiaires et dans les conditions d'octroi. Vous avez raison, mais on essaye d'épuiser les possibilités de la DETR et puis de compléter après par la DSIL. Dès lors que ça représente un dossier quand même un peu complexe ou d'un montant qui nécessiterait ce cumul. Si on peut financer avec une seule source de financement, c'est préférable. Ça répond à ta question, Gérard? Partiellement, puisque nous avions déposé un dossier DETR et finalement on nous l'a aiguillé vers la DSIL, mais avec une assiette inférieure. Donc ma question c'était de savoir est-ce qu'on peut redemander la DETR sur la partie non financée par la DSIL. C'est une question précise. Bon, il faut qu'on revoie le dossier et ce qui était dans l'assiette éligible ou pas. Si on vous a réorienté sur la DSIL, c'est que peut-être la DETR n'était pas totalement éligible. Peut-être. Ok, Gérard. À ton voisin de Moineville, Claude. Oui, bonjour, Christian Lombard, maire de Moineville. On a déposé un dossier de rénovation d'un groupe scolaire sur ma commune, un bâtiment qui date de 1957. Donc, il s'agit essentiellement de volets électriques et isolés aussi par rapport à l'ensoleillement, des fenêtres double vitrage en oscillobattant, des plafonds isolés aussi dans toutes les classes avec de la laine de roche et un système de ventilation mécanique double flux par rapport à la situation sanitaire actuellement. Voilà, donc en gros, c'est un budget de 60 000 €. C'est bien passé au niveau de la DETR et la DSIL. Le dossier est complet. On attend la réponse de l'État, mais bon, je suis assez optimiste. Et c'est vrai qu'avec les périodes de canicule, ça a été catastrophique. On a dû évacuer l'école à plusieurs reprises par rapport à ce problème d'exposition en plein soleil. Alors, ma question est la suivante. On a déposé la même chose donc, au niveau de la région, au niveau des économies d'énergie, pas de la transition écologique, mais l'économie d'énergie. Et la réponse qui m'a été faite par un fonctionnaire mais bon, qui applique les règlements, hein, je ne mets pas en cause du tout son intégrité, c'est qu'il fallait traiter la totalité du bâtiment scolaire, c'est-à-dire qu'il y a 2 appartements où il fallait isoler tout le bâtiment, la toiture, les façades, changer les fenêtres des appartements au-dessus pour être éligible. Alors, j'ai dit à cette personne que c'est très compliqué pour une commune de ma taille qui fait 1100 habitants, comme beaucoup de communes en milieu rural. Et il m'a dit que oui, mais qu'il était désolé que c'était le règlement. Et je lui ai dit, je comprends bien, mais un peu en colère. Je lui ai dit, ce règlement concerne essentiellement les grosses communes, enfin les grosses villes ou les métropoles qui peuvent traiter par bâtiment la totalité du bâtiment, mais pas nous dans les petites communes, dans la mesure où c'est au détriment d'autres choses. Et on connaît les financements compliqués de nos communes, et tout le monde doit faire des efforts. Mais là, j'étais un peu déçu et un peu en colère, voilà, parce que on me dit de faire tout le bâtiment, et parce que je fais qu'une partie, pourquoi ne pas s'engager aussi sur l'année prochaine? Mais voilà, bon, on a d'autres obligations comme beaucoup de mes collègues. Voilà, donc c'est un peu dommage. Donc, je voulais avoir une réponse de la région. Je ne sais pas si Valérie Debord est encore là, qu'elle puisse m'aider. Bon, on m'a dit, le fonctionnaire, je ne donnerai pas son nom, qu'il fallait que je m'adresse aux élus régionaux pour faire bouger un peu les règlements. Et ils comprenaient très bien que les petites communes, on était pénalisées avec ce type de règlement qui nous coince. Voilà, merci. Ok, Christian, on a compris ta question. Si Valérie peut répondre, et j'ai sur la messagerie une autre question qui s'adressera à la région. Il y aurait des différences de taux de subvention entre le solaire thermique et le photovoltaïque. Alors, je ne sais pas sur quel dossier. Valérie, est-ce que tu as des éléments? Oui, alors, rapidement, en fait, ce que je propose, que là, on est sur un dossier individuel, je vais regarder avec les services, parce que je n'ai pas les éléments. Donc, ce que je propose à monsieur le maire, c'est de regarder, de lui apporter, il y a Jean-François Doria qui est avec nous également, directeur adjoint de la maison de la région de Nancy. On va regarder ça précisément afin de lui apporter la meilleure des réponses. Là, en l'absence du dossier sous les yeux, je suis désolée, je ne peux pas vous
vous dire une bêtise. Et sur les différences entre le photovoltaïque et le solaire, effectivement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des pourcentages qui sont différents de prise en charge avec des plafonds également différents. Très bien. Merci. Ok. Donc, je me rapproche rapidement hein, pour la réponse sur la question par rapport à l'isolation. D'accord. Je ne vois plus de demande de parole. Il est déjà 19h15. Je vais proposer… Olivier, si tu permets, j'ai vu une question. Oui, oui. Oui, voilà, je profite de la question de M. Herbie, qui est premier adjoint à Waville, pour évoquer le fonds de relance départemental que l'Assemblée départementale a mis en place. Alors, ce fonds de relance connaît les mêmes affres, si je peux me permettre, que le plan de relance de l'État, c'est-à-dire qu'il doit être pour nous engagé en 2021 pour le département. Donc, il est doté de 2 millions d'euros. Il doit être engagé en 2021. Les crédits doivent être engagés par les communes. Donc, les travaux commencés en 2021 et terminés en 2022. Voilà. Donc, ça ne pourra peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais en tout cas, pour celles et ceux qui ont des projets qui sont prêts tout de suite à partir, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, effectivement, dans le règlement de ce fonds de relance, il est prévu que les communes qui sont classées dans les communes dites fragiles, souvent des communes rurales, peuvent bénéficier d'un cumul ou enfin d'une intervention du fonds de relance jusqu'à 80%. Alors, M. Herbie me dit, on va en être loin. Je ne sais pas. En tout cas, ce fonds est mis en œuvre après un avis qui est pris par une instance au niveau départemental composée de l'ensemble des délégués territoriaux, ce qui nous permet de faire la synthèse des pratiques que nous avons chacun dans nos commissions territoriales et de trouver une cohérence dans l'intervention financière du département dans le cadre de ce fonds. Le souci que nous avons par rapport aux dossiers qui sont présentés de ce fonds, c'est de pouvoir expertiser au plus près possible de la réalité, leur maturité, puisque je vous le dis, il faut qu'ils soient engagés dès 2021, et surtout de vérifier que les porteurs de projets ont fait le tour des possibilités financières qui leur sont offertes. C'est pour ça qu'ils sont expertisés en termes d'ingénierie financière par Meurthe et Moselle Développement, qui doit pouvoir prendre contact avec vous ou que vous pouvez contacter si vous avez des soucis. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander 80% et nous en débattrons lors d'une de nos prochaines réunions, parce que j'ai regardé les documents que j'ai sous la main puisque nous avions une dernière réunion la semaine dernière et je ne vois pas de projet encore pour la commune de Waville au titre de ce fonds. Voilà ce que je voulais repréciser, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet. Très bien. Merci Catherine pour le département. Merci à Valérie pour la région. Alors, on me pose une dernière question. Michel Herbie de Waville. Vas-y, Michel. Il faut mettre le micro. Attends. Il faut lui rendre peut-être. C'est peut-être Laure qui a coupé le micro. Voilà. Allô. Excusez-moi, j'ai un petit problème de micro. Vous m'entendez, Madame Boursier? Je vous entends, Monsieur Herbie, oui, pas de problème. Voilà, donc on avait donc déposé notre dossier, on s'est dépêché, on l'a ficelé dans les temps, on a tout envoyé donc à Madame Gallet, donc c'est elle qui a géré notre dossier, et je suis très surpris que vous ne soyez pas au courant de notre dossier. Alors, elle doit être en train de le voir, mais on ne l'avait pas inscrit à l'ordre du jour de la dernière réunion. Attendez, je vérifie. Pourtant, on a téléphoné, on a contacté plusieurs fois les services, c'est quand même assez curieux. Alors, attendez, je regarde. Je vais vous dire ça tout de suite en direct. Pas de problème. Quel suspense insoutenable. Alors. Peut-être que vous pourrez échanger entre vous. Oui, oui, on échangera entre nous. Je vais laisser mon numéro de téléphone. OK. Je vous ai laissé mon numéro de téléphone, Madame Boursier. D'accord, parfait. Je vous rappelle. Je fais le point, puis je vous rappelle. Voilà. Merci. Alors, j'ai reçu sur mon téléphone un message d'un élu qui est prof et qui me dit, dans ta réunion, on n'a jamais parlé des gamins. Ben, c'est normal, on a dit qu'on parlait du financement des travaux des écoles de nos gamins.
Et donc, je vous avais promis un temps plus qualitatif maintenant. On va écouter à ce sujet Anthony Caps sur le lien entre collège et puis école du premier cycle et comment le département a mené des restructurations. Monsieur le préfet a bien précisé dans son propos introductif qu'il était quelquefois extrêmement complexe de décider des élus de passer d'un RPI dispersé à un RPI concentré et de faire évoluer ces formes, puisque le maire, c'est lui qui a le pouvoir sur la question d'ouverture et fermeture d'école. Donc, un propos d'Anthony Caps qui sera suivi de celui du DAZEN pour nous parler de qualité éducative et du lien avec les locaux. Vas-y à toi, Anthony. Merci Olivier. Je vais d'abord effectivement vous saluer toutes et tous en vos grades et qualités, Monsieur le Préfet, chère Rosemary, et puis l'ensemble des collègues ici présents autour de l'écran. Vous dire d'abord mes remerciements de votre invitation et de cette présentation. Je crois qu'effectivement, c'est important d'avoir des éléments factuels qui permettent de mener les projets, ou en tout cas d'avoir une idée très exhaustive dans les méandres et la complexité des dispositifs de comment est-ce qu'on est capable de porter des projets ambitieux au niveau de l'école. Alors, je ne vais pas, comme tu l'as dit, revenir sur tout ce qui a été présenté et notamment l'ensemble de ces projets, mais peut-être plutôt réagir sur le modus operandi qui peut se mettre en place dans l'élaboration d'un tel projet, celui de finalement la construction d'une école. Je crois que Monsieur le Préfet nous l'indiquait d'ailleurs dans ses propos liminaires. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est la définition du projet. On a parlé de RPI concentré, de RPI déconcentré. L'objectif, je crois, en préalable, c'est vraiment d'avoir une idée de l'ambition portée. Je crois que c'est ça vraiment le plus important à mon sens, avant la déclinaison du projet et la recherche des financements. À l'échelle départementale, nous avons posé un certain nombre d'incontournables justement dans le cadre des collèges, puisque nous avons cette responsabilité et cette compétence. Au-delà donc de la démographie, des évolutions des effectifs, c'est vrai que nous avons fixé un objectif très clair dans le domaine scolaire. C'est d'abord de faire en sorte que tous les collégiens soient aujourd'hui, quelles que soient leurs conditions sociales, leur territoire d'habitation, en proximité d'un établissement scolaire, dans une distance raisonnable de leur domicile, que cet établissement il soit d'abord et aussi accessible, moderne, donc on va dire adapté aux exigences pédagogiques et technologiques actuelles, un collège et un établissement scolaire où finalement les collégiens, les élèves se sentent bien. Je crois que ça aussi c'est important, on n'a pas parlé, mais ce n'était pas l'objet de la réunion, mais de la qualité de vie à l'intérieur des établissements, la qualité des repas aussi. On a rapidement évoqué le sujet de la restauration scolaire dans les discussions qui ont lieu, mais je crois qu'une restauration scolaire de haute qualité qui fait la part belle notamment à l'approvisionnement local, c'est là aussi un des éléments qu'il faut peut-être préciser dans la déclinaison d'un tel projet. On a mis en place également à l'échelle départementale une tarification sociale qui permet aux familles les plus en difficulté d'avoir le prix de repas le moins élevé. C'est aussi une réflexion qu'il faut poser, en tout cas une offre éducative qui finalement s'étend au-delà des conditions d'enseignement obligatoires. C'était également des établissements qui permettent à l'ensemble des élèves de finalement côtoyer des camarades d'origines diverses, que ce soit d'une origine sociale, culturelle ou géographique différente. Donc c'est toute l'élaboration finalement du projet que je vous invite vraiment, et qui s'applique parfaitement également au premier degré, que je vous invite vraiment à concerter et à travailler. Et pour ça, on a mis en place, si vous voulez, deux déclinaisons. La première de ces déclinaisons, ça a été la mise en œuvre d'un référentiel, c'est-à-dire quelle est aujourd'hui l'envergure du collège idéal. Comment est-ce que derrière, on construit l'école idéale sur un territoire. Et pour ça, on a créé ce référentiel bâtiment dans une concertation de tous les acteurs que je peux effectivement vous citer ici. C'est bien évidemment les services du conseil départemental, mais au-delà de ça, c'est les services déconcentrés de l'éducation nationale. C'est plus particulièrement les IA, IPR que l'on peut côtoyer dans les différentes disciplines, des architectes, des programmistes, le conseil de l'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le CAUE, et puis des universitaires spécialistes de l'architecture scolaire, de manière à pouvoir, j'allais dire, mixer les opinions, mixer les idées et essayer de définir ce que peut être un établissement sur un territoire. Et nous avons également interrogé les équipes pédagogiques,
les collégiens qui ont eu aussi, au travers de l'Assemblée départementale des collégiens, leur mot à dire sur comment ils vivaient l'école et quelle pouvait être demain l'école idéale dans justement leur vie de tous les jours. Donc la mise en place de ce référentiel, elle me semble importante, c'est d'abord et avant tout la construction du projet territorial. Et puis ensuite, on s'est interrogé sur le deuxième item que je souhaitais déployer et discuter avec vous aujourd'hui, c'est celui de la modification de la carte scolaire et de la sectorisation. C'est comment est-ce que sur l'ensemble de la Meurthe-et-Moselle, mais ça s'applique tout aussi bien à un territoire donné, une intercommunalité ou de plus petits périmètres en son sein, c'est comment est-ce que derrière, on est capable de localiser un service public de qualité dans un maillage territorial équilibré, faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, que finalement les élèves soient à une distance raisonnable d'un établissement scolaire qui est composé de l'intégralité des qualités que l'on en attend. Et c'était d'autant plus important de faire ça que finalement on se rend compte que les cartes scolaires existantes, elles ont, en tout cas c'était le cas pour les collèges, plus de 30 ans d'existence. Donc vous voyez qu'il était urgent et important de se réinterroger sur le positionnement de nos établissements et sur leur qualité aujourd'hui. Donc ce que nous avons fait, et c'était le deuxième point, me semble-t-il, extrêmement important qu'il est nécessaire d'envisager et de discuter à l'échelle d'un territoire. Pour vous donner une petite idée de la réflexion qui a été menée, nous sommes passés de 72 collèges en 2011 à 66 collèges aujourd'hui. Ça veut dire, et je vous dis ça pour aussi vous dire que finalement, lorsqu'on ferme un établissement, c'est pas, alors c'est douloureux forcément à un moment donné, mais ça peut aussi, de manière collatérale, susciter la construction d'un autre établissement mieux adapté, mieux considéré dans un territoire et finalement plus accueillant pour l'ensemble des collégiens. Je crois que les réalisations et les résultats qui ont été obtenus aujourd'hui à l'échelle départementale le démontrent. Nous avons construit 12 collèges neufs, c'est 8 grosses restructurations de collèges qui ont eu lieu. Et finalement, on se rend compte qu'en ayant fermé un certain nombre de collèges et redéfini une carte scolaire, on a gagné en qualité d'accueil et en qualité pédagogique sur l'ensemble de la Meurthe-et-Moselle. Donc il faut, je pense, ne pas avoir peur de lancer le débat, de discuter. C'est la construction collective, finalement, qui aboutit à des choses qui ont du sens sur l'intégralité des territoires. Voilà ce que je souhaitais peut-être en préambule, avant de réagir à vos différentes questions posées comme j'allais dire, comme cadre. Merci, Anthony. C'est d'ailleurs en discutant avec toi que l'idée m'est venue d'organiser prochainement, j'en parle, une visite d'école. C'est parce que tu m'as expliqué comme ça que je ne sais plus à quel endroit là, où vous fermiez un collège, vous avez fait visiter à un groupe de parents à un collège de contemporains, comme on les fait maintenant, qu'ils ont été convaincus. Et je suis en train de poursuivre mes découvertes des nouveaux maires du département et j'ai été extrêmement étonné, tout près de Nancy, là, sur le regroupement scolaire d'Agincourt, d'aller découvrir le nouveau maire de Lettres, sous Amance et de Amance, qui tous les deux m'ont dit comme ça, notre école, elle est géniale. Je dis, mais c'est étonnant parce que j'ai été saisi par vos prédécesseurs, en tout cas l'un d'entre vous, pour me dire, ils vont nous fermer la classe de notre école pour faire un nouveau groupe scolaire. Et c'est la catastrophe. Et en fait, les deux nouveaux maires, élus là en 2020, qui ont une nouvelle école depuis quelques années, sont pleinement satisfaits de l'école. Alors, je suis allé visiter l'école d'Agincourt, chez Denis Lapointe. Effectivement, elle est plutôt réussie, extrêmement agréable. Ils l'ont construit pour 4 classes. L'année d'après, ils en ouvraient une 5e. Et ils étaient à 2 doigts, là, d'imaginer ouvrir une 6e classe cette année, quelques années après la construction. Et donc, c'est exactement dans cet esprit-là que je vais proposer une visite d'un genre nouveau à Agincourt. Il y a 2 dates prévues pour l'instant, le 29 mai et le 5 juin matin. Et vous allez recevoir tous une invitation. C'est des visites qui sont conçues entre élus. Elles sont préparées là, en ce moment par mon équipe, Laure, pour que tous ceux qui viendront aient réponse à l'ensemble de leurs questions, mais c'est bien le président du syndicat scolaire, le maire qui parleront, et pas des techniciens. Et on fera en sorte qu'il y ait quelques élus présents qui puissent apporter des témoignages qui vont dans le même sens. Avec, si M. le Préfet nous permet, un temps de convivialité, si le confinement
ce dessert à la moi, je ne demande pas une autorisation subreptice. Très bien, merci Anthony. Alors, on va terminer sur d'autres éléments liés à la qualité éducative par Monsieur Tiquet, le DAZEN. À vous la parole. Merci, monsieur le sénateur. J'espère que vous m'entendez tous bien. Monsieur le préfet, bonsoir. Et je salue tous les élus qui sont participants de cette vision, de ce webinaire ce soir. Alors, je vais tâcher d'être synthétique de manière à ne pas trop dépasser l'heure qui avait été fixée comme échéance à cette vision. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voudrais, avant d'entrer dans mon propos, tout de suite annoncer la couleur, si je puis me permettre l'expression, en disant que je ne me focaliserai pas sur le descriptif que je vais faire du portrait robot d'une école idéale, je mets le terme idéal entre guillemets, je ne me focaliserai pas sur l'évolution des effectifs. Je vais très volontairement laisser ce sujet de ce côté pour montrer que les souhaits qu'à l'Éducation nationale nous pouvons avoir en matière d'école, de nouvelle école, ne sont pas uniquement fondés sur une perspective d'évolution des effectifs, même si fatalement ce sujet, ce point très particulier, sont une boussole qu'on ne peut guère éviter pour des raisons quand même aisément compréhensibles. Alors, j'ai envie de dire que l'école primaire, je dis bien primaire, donc une école qui va regrouper maternelle et élémentaire, dont on peut souhaiter la constitution, c'est une école qui, à minima, regroupe les élèves des 3 cycles, c'est-à-dire le cycle maternel, puis le cycle élémentaire, qui comprend au minimum 6 classes et qui, de préférence, accueille des élèves d'un même secteur de collège. Alors, quand on transfère ces données en milieu rural, vous voyez peut-être où je veux en venir. Je veux en venir au fait qu'il est évident que si un choix est à faire, il va plutôt se faire dans, comment dirais-je, l'appel à développer les RPI concentrés plutôt qu'à développer les RPI dispersés. Je vais expliquer dans un instant pourquoi le RPIC, le RPI concentré, va davantage répondre aux prérogatives que j'ai très rapidement résumées dans mon entrée en matière. Je voudrais dire également une chose avant de continuer. On a fait tout à l'heure référence à l'avis de l'Éducation nationale à travers les inspecteurs de circonscription. Mon avis se fondant évidemment sur les avis des IEN, des inspecteurs de circonscription. 2 choses. Première chose, monsieur le secrétaire général l'a bien dit, cet avis, il peut à un moment ou à un autre paraître final, mais ce n'est pas quand le projet est très élaboré que l'avis évidemment commence à apparaître. Cet avis peut être donné très tôt, sous la forme de conseils, sous la forme de suggestions, sous la forme de préconisations, et j'en parle en connaissance de cause, puisque ces avis, ces conseils, ces suggestions, ces préconisations, nous les avons donnés, nous sommes en train de les donner à des projets qui voient le jour avec un état d'avancement plus ou moins important selon les endroits. Et puis, je voudrais également insister sur un point. Notre avis, il est pédagogique en donnant un terme assez large au mot pédagogique. C'est essentiellement un avis pédagogique. La question qu'on se pose est la suivante. Le projet qui est présenté, est-ce qu'il a une pertinence pédagogique? Est-ce qu'il apporte une plus-value pédagogique par rapport à l'existant? Ce sont les questions de fond pour nous. On ne se mêle pas, si je puis me permettre l'expression, d'autre chose. En tout cas, on ne se permettra pas d'émettre un avis sur des sujets qui vont, même si évidemment, là aussi, on peut avoir un robot de l'immobilier idéal, qui vont davantage relever des compétences des maires, des élus que vous êtes, que des compétences de l'Éducation nationale. En matière de RPI concentré, je voudrais simplement constituer, je ne vais absolument pas abuser de chiffres, rassurez-vous, je voudrais quand même constituer le département. À l'heure actuelle, les RPI dispersés représentent environ 37%. Les RPI concentrés représentent à peu près 63 à 64%, avec les virgules, ça fait le total de 100%. Donc, on est dans un département qui, pour des raisons diverses et variées, a fait le choix en milieu rural des RPI concentrés.
il y a des situations de RPI dispersés qui ne pourront guère évoluer vers des pays concentrés, ce qui me permet de dire que je ne disqualifie pas par principe les RPI dispersés. J'incline pour les RPI concentrés, nous inclinons pour les RPI concentrés parce qu'ils ont quatre gros avantages. Et les 4 avantages que je vais rapidement décrire, ce sont des avantages qui, je l'espère, vont illustrer ce que je disais en matière de pertinence pédagogique, plus-value pédagogique apportée. Le RPI concentré, d'abord, ça a été dit directement ou en creux tout au long de cette séance, c'est un RPI qui va représenter une unité du lieu d'accueil pour l'enfant, que ce soit sur le temps scolaire, le temps périscolaire, voire le temps extrascolaire, avec évidemment une condition sine qua non, là aussi on en a parlé un certain nombre de fois, c'est le trajet scolaire que ça supposera, et en particulier la durée du trajet scolaire, qui ne peut pas excéder évidemment une certaine durée, un certain nombre. Unité du lieu d'accueil pour l'enfant. Deuxième avantage, qui n'est pas sans importance, c'est des locaux de qualité, adaptés aux besoins des usagers, qu'il sera beaucoup plus facile, si je puis me permettre l'expression, de concevoir et de réaliser sur la base d'une mutualisation d'investissement que permettra la concentration des efforts, la mutualisation des efforts, notamment à travers un RPI concentré. Alors, mutualisation des investissements pour augmenter la qualité du bâti, bien sûr, mais aussi mutualisation des investissements qui permettent de mettre à la disposition des équipements collectifs, dont je vais faire une rapide énumération, qui sont, hélas, et c'est naturel, c'est évident, car ça coûte cher, souvent absents de plus petites structures. Plutôt absents des petites structures, car coûteux. Je pense à la salle de motricité, je pense à la salle de sieste pour les plus petits, les enfants de maternelle. Je pense aux équipements sportifs. On a évoqué à un moment ou à un autre dans les questions la problématique de la cour de récréation, qui suppose d'avoir une taille suffisante, avec un préau, qui va également supposer d'avoir une taille suffisante pour un certain nombre d'enfants. Je pense à la bibliothèque d'école. Je pense, c'est de plus en plus nécessaire, à une ou plusieurs salles de réunion, pas forcément des dizaines bien sûr, qui permettent aux enseignants de recevoir les familles. Et puis je pense à des salles qui peuvent avoir ensuite, certes une polyvalence, mais aussi une utilisation plus ciblée, en particulier pour les interventions comme celle du RASEN. Toutes ces salles, la cour de récréation, la taille, le préau, la bibliothèque d'école, etc., représentent un coût qui sera plus facilement porté probablement par une mutualisation sous la forme d'un RPI concentré. Il y a une troisième source d'investissement importante qui est, une école ne peut plus s'en passer, pas plus qu'un collège et a fortiori un lycée, l'accès aux outils numériques. Et vous, mesdames et messieurs les maires, vous en savez quelque chose, puisqu'on aura bientôt d'ailleurs un retour, une réponse du ministère aux très nombreux projets qui ont été déposés sur le numérique, qui ont été déposés assez récemment. Les réponses tardent un peu. En tout cas, nous avons à tous ces projets donné un avis favorable et nous avons bon espoir que les retours satisfassent les maires qui les ont déposés. En tout cas, le numérique, que ce soit la fourniture d'équipements ou les réseaux, dans une école, c'est évidemment quelque chose qui est également important. Le point suivant, c'est, et là on entre dans le pédagogique encore un peu plus que j'évoquais tout à l'heure, c'est la plus-value que le RPIC va permettre dans une approche collective de l'organisation des enseignements. Une école en RPI concentré ou une école qui a une taille critique suffisamment importante, c'est une école qui va avoir un seul pilotage pédagogique, celui du directeur ou de la directrice. C'est important pour nous, c'est important pour l'inspecteur, mais c'est surtout très important pour les parents d'avoir un pilotage pédagogique unique en la personne d'un seul directeur ou d'une seule directrice, qui au passage bénéficiera, c'est d'ailleurs aussi le sens que nous plaidons pour certaines fusions entre écoles maternelles et écoles élémentaires, mais les fusions, c'est autre chose, hein, ça ne débouche pas
sur les travaux d'importance dont nous avons parlé tout au long de la soirée. Ça permet à notre directeur ou à notre directrice de bénéficier d'une décharge qui sera d'autant plus importante et même complète si le nombre de classes atteint un seuil critique minimal. Cette décharge, c'est une indemnité, mais elle est importante parce qu'elle permet de payer la directrice ou le directeur à diriger son école sur le plan pédagogique, mais aussi sur bien d'autres plans, puisque vous le savez, ces interlocuteurs sont nombreux, à commencer par les élus qui les concernent directement. Deuxième avantage pédagogique, il n'est pas moindre non plus, c'est qu'une école d'une taille critique suffisante, importante, notamment à travers le RPIC, c'est une école qui va faciliter la répartition pédagogique des élèves d'une classe à l'autre, qui va apporter de la souplesse dans la constitution des classes et qui va mieux résister à la variation des effectifs. La variation des effectifs, c'est le propre de la fameuse carte scolaire. Je reviendrai en conclusion d'ailleurs sur cette carte scolaire, sur la carte scolaire d'une manière générale. Parce que dans certaines situations où les écoles sont indépendantes, où les écoles ne sont pas en réseau, ou si les écoles sont en réseau, précisément, elles le sont en formule dispersée, donc elles sont quand même néanmoins plus isolées les unes par rapport aux autres, eh bien, il suffit d'une variation d'effectifs importante ou pas forcément très importante pour poser la question du maintien d'une classe. Cette variation d'effectifs, elle est infiniment moindre dans ses conséquences à l'intérieur d'une école où sont ouvertes un certain nombre de classes. Le point suivant, c'est aussi la réponse aux besoins des élèves que d'avoir à minimum une école maternelle et une école élémentaire sur les mêmes lieux, car ça facilite deux axes pédagogiques qui sont très forts à l'heure actuelle depuis plusieurs années, mais qui ont accru leur importance pédagogique depuis une poignée d'années. C'est la fameuse liaison école maternelle, école élémentaire, liaison pédagogique. Ça permet des dispositifs pédagogiques dans l'articulation entre l'école maternelle et la toute première année de l'école élémentaire, à savoir le cours préparatoire, le CP. Ça permet donc des dispositifs, des groupes, des interventions pédagogiques qui sont très fécondes sur le plan pédagogique. Et puis ça permet une seconde relation qui n'est pas moindre non plus, une seconde liaison qui n'est pas moindre, c'est la liaison entre l'école élémentaire et le collège, parce que une école, une grosse école ou une école d'une relative importance, d'une relative taille, c'est une école qui peut, avec de la chance, être implantée, la plupart du temps c'est le cas, dans la commune qui accueille le collège, et ça facilite énormément une autre forme de liaison qui est la liaison entre l'école élémentaire et l'école et le collège. Et puis, une école d'une certaine taille qui réunit les cycles et qui a au minimum 6 classes, c'est une école qui va mieux préparer les enfants par le nombre qu'ils représentent à l'intérieur de l'école, par leurs relations sociales, par leurs relations interindividuelles, qui va mieux les préparer au collège. Une des grandes difficultés, même si les petites écoles peuvent avoir leurs ressources à leur avantage, c'est que quelques années après, l'écolier, qui va d'ailleurs la plupart du temps évoluer à l'intérieur d'un cercle fermé de camarades, va se retrouver dans un collège qui, inévitablement, lui, va représenter, surtout dans le département de la Meurthe-et-Moselle, une taille critique supérieure. Et la socialisation de l'écolier au collège, elle est quand même facilitée quand le passage se fait d'une école d'une certaine taille à un collège qui, lui, inévitablement, va représenter plusieurs centaines d'élèves réunis. Alors, il ne s'agit pas de prôner, d'ailleurs ce n'est pas le cas en Meurthe-et-Moselle, les collèges usines, il n'y en a pas, j'en ai connu dans d'autres départements. Je me félicite que dans ce département, les collèges aient une taille critique minimale tout à fait raisonnable, car on sait qu'en dessous, et j'en ai connu dans d'autres départements, et là je parle bien des collèges, on a finalement une structure pédagogique qui est tout à fait néfaste à l'évolution des enfants. Donc, dans les écoles d'une taille critique minimale, on a toute une série de ressources et de vertus pédagogiques qui permettent à nos élèves de mieux réussir. La grande difficulté
enfin, c'est une difficulté, mais c'est aussi quelque chose de positif. Se lancer donc dans un RPI concentré, rassembler des écoles qui ont du mal à vivre, voire à survivre dans une école beaucoup plus grosse qui est rénovée ou qui est construite, sur la base d'une plus-value pédagogique, c'est forcément assurer aux écoles et aux élèves dans ce secteur un avenir qui se stabilisera et qui évitera justement qu'on soit soumis à ce rythme annuel de la carte scolaire, à cette cadence annuelle de la carte scolaire qui, avec ses contraintes, vient percuter l'existant. Alors la grande difficulté, c'est de concilier ces deux temps. C'est de concilier le temps de la carte scolaire, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui de la carte scolaire, le temps de la carte scolaire qui lui est annuel, avec le temps de certains projets qui prennent du temps, Certains prennent beaucoup de temps, d'autres moins, mais ça suppose quand même un minimum de quelques années pour aboutir à une école qui va représenter une taille idéale. Mais, je le redis, c'est une école qui, du coup, si je ne raisonne que par la carte scolaire, va se mettre à l'abri de ces variations dont je parlais et surtout, je voudrais terminer là-dessus, va proposer aux enfants, aux écoliers, une série de dispositifs pédagogiques, un immobilier, des ressources qui peuvent répondre sans trop de difficultés à ce que j'appellerais l'école entre guillemets idéale du XXIe siècle. Alors, je voudrais terminer en disant que ces projets, il y en a. Il y en a un certain nombre. Il y en a qui sont bien avancés, il y en a qui commencent, il y en a qui peinent un peu, il y en a qui ont vaincu des résistances, mais je voudrais revenir, et ça sera vraiment le mot de la fin, sur ce que j'ai entendu à un moment donné, je crois que c'est le sénateur Jacquin qui le disait, et le préfet aussi l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas encore rencontré deux choses, et je termine là-dessus. Je n'ai pas encore rencontré de maire, et pas uniquement en Meurthe-et-Moselle, qui ait regretté de constituer un réseau pédagogique intercommunal concentré à partir du moment où il satisfaisait à un certain nombre de critères que j'ai très rapidement brossés. Et deuxièmement, sur un plan pédagogique, je n'ai pas rencontré de situation où il y a eu à regretter les conséquences pédagogiques que ces créations pouvaient favoriser, que ce soit du côté des enseignants ou que ce soit du côté des parents d'élèves. C'est pour cette raison qu'il n'est pas forcément facile de surmonter certaines résistances, et je peux vous assurer qu'une fois qu'elles se sont surmontées, une fois que le projet voit le jour et existe, le recul permet très souvent d'être que satisfait de ce qui a été mis en œuvre. Les IEN sont vos interlocuteurs de proximité. Sur le sujet de ce soir comme sur bien d'autres, je ne peux, mesdames et messieurs les maires, que vous encourager, avec les sous-préfets d'ailleurs qui sont à la manœuvre avec nous et je les en remercie, à les consulter. Ils vous permettront de jeter les bases d'un projet sans partir sur de mauvais rails, en particulier sur le seul sujet qui provoquera chez nous un avis circonstancié, c'est le sujet de l'opportunité et de la pertinence pédagogique. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le Dazen, même si vous avez un peu dépassé le temps, mais c'était passionnant, bien sûr. Merci à vous. Je donne la parole à monsieur le préfet pour saluer, puis Rose-Marie Falk conclura. Je vois encore Catherine Boursier, merci. Anthony Caps a dû nous quitter, ainsi que Valérie Lebord. Merci à tous. Et je vous enverrai donc l'invitation à la visite d'Agincourt et on vous refera un message avec la note préparatoire que nous avez prévue, monsieur le secrétaire général. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Je serai très, très bref, simplement pour remercier l'ensemble des participants, évoquer un des points qui a été rappelé bien évidemment par M. Tiquet, le directeur académique, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, l'intérêt pédagogique, évidemment, à travers l'évocation de son plaidoyer.
Je crois qu'on a évoqué plusieurs fois l'articulation des différents financements, que ce soit celui du conseil départemental, du conseil régional et de l'État à travers les possibilités d'investissement qui sont offertes. Et moi, je retiens évidemment une des propositions qui a été faite, qu'on ait peut-être un petit groupe de travail pour mieux articuler comment on peut combiner les différents financements des uns et des autres, avoir un point d'accès qui facilite évidemment l'examen par les communes de leur projet de regroupement, et bien évidemment en faisant le lien, comme ça a été évoqué, entre la maternelle et l'élémentaire, et puis aussi les classes sommitales de l'élémentaire avec les collèges. Je crois que c'est important dans la structuration de l'offre scolaire pour le département. Donc, les services de l'État sont à votre disposition, bien évidemment, pour qu'on poursuive cette réflexion dans ce sens. Voilà, je ne serai pas plus long. Bonne soirée à chacune et à chacun d'entre vous, et je redonne la parole à Madame la Présidente de l'Association des maires. Oui, qui n'a plus beaucoup de temps, elle doit aller en réunion de conseil municipal. Rosemarie, si tu es toujours là. À 20h. Oui, merci, Monsieur le Préfet. Merci, Olivier. Associer mes remerciements, bien sûr, c'était une réunion très intéressante à l'ensemble des participants, remercier vraiment l'ensemble des participants, mais dire aussi,